Chaque année, des patients meurent faute d'organes disponibles, hein, c'est bien connu, et on cherche donc à augmenter le nombre de donneurs par des campagnes d'information, des incitations à l'altruisme. On essaye aussi des fois en modifiant des procédures. On l'a fait en Suisse, hein, récemment, en passant d'un modèle de consentement explicite à un modèle de consentement implicite, c'est-à-dire que tout le monde est considéré comme donneur a priori, sauf s'il s'y est opposé. Et on recourt donc aussi parfois, c'est plus récent, à des donneurs vivants, particulièrement pour le rein, hein, parce qu'on peut vivre avec un seul rein, ou pour le foie, parce qu'un lobe de foie prélevé se régénère, même si ce sont des procédures qui ne sont pas sans danger pour le donneur. D'où l'idée de recourir à des animaux. Alors c'est ce qu'on appelle la xénotransplantation, les xénogreffes, et ce n'est que assez récemment que cette procédure a été, à ma connaissance, hein, du moins sérieusement envisagée, parce qu'auparavant, on a eu pas mal d'échecs, certains ont été assez médiatisés, comme le cas de bébé Faye en 84, hein, aux États-Unis, qui avait reçu un cœur de babouin, et avait survécu quelques semaines, un peu moins d'un mois, hein. Bon, mais semble-t-il, on a fait des progrès décisifs ces derniers temps, et d'où ma question, enfin, d'abord, quels sont ces progrès? Si vous pouvez nous éclairer là-dessus, ce serait précieux. Et est-ce qu'on peut espérer que les xénotransplantations pallient définitivement la pénurie d'organes, ou bien est-ce que c'est une illusion? Merci beaucoup. Oui, donc comme vous l'avez dit, hein, la transplantation est une des grandes dernières évolutions médicales du XXe siècle et des patients jeunes ou plus âgés qui mourraient sans traitement possible ont tout d'un coup pu avoir une chance de vivre de nombreuses années grâce à des transplantations de cœur, de foie, de rein d'une personne vivante ou décédée. Et ceci depuis le milieu du siècle passé. Donc les greffes rénales de donneurs vivants ont commencé dans les années 50 déjà, mais ensuite les années 60, 70 ont montré l'essor de ces techniques et se sont standardisées durant les années 80. Et dès que l'immunosuppression était à disposition, que les greffes d'organes entre humains fonctionnaient, on s'est très vite rendu compte qu'il manquait de donneurs. Heureusement pour les donneurs décédés, hein, parce que c'est des personnes qui meurent de différentes causes, mais il n'y avait clairement pas assez d'organes à disposition par rapport aux besoins des personnes malades. Donc on s'est très rapidement tourné vers d'autres solutions et depuis les années 80, la xénogreffe était une des solutions et vous avez mentionné Babyface qui a été fait exactement il y a 40 ans. C'est juste. Et la petite fille, hein, était née avec un cœur défectueux qui ne permettait pas de vivre. Et très rapidement, les chirurgiens en Californie, n'ayant pas de donneur de bébé décédé, ils ont pris un cœur de babouin de taille similaire en mettant l'immunosuppression qui était à disposition, c'est-à-dire la cyclosporine, la prénisone, et en espérant que ça allait fonctionner. Mais malheureusement, la petite fille est décédée, oui, au bout de 3 semaines environ, d'un rejet massif du cœur de babouin. Et la recherche a commencé à peu près à ce moment-là, à essayer de comprendre pourquoi on rejetait très fortement les organes d'animaux, et on a compris que les animaux avaient un système immunologique tellement différent que l'humain le rejetait de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus massive qu'entre deux personnes de la même espèce. Donc même pour un mammifère, le rejet est massif. Ah, très massif, oui. Dès qu'on quitte l'espèce et on peut faire des transplantations de chiens à chat ou d'une espèce mammifère à une autre, le rejet est massif. Et notre système humain est tellement bien fait pour faire une surveillance interne contre les bactéries, le monde environnant, eh bien, quand on quitte l'espèce, c'est un rejet massif. Et il a fallu environ 40 ans pour arriver à détecter quelles étaient les barrières principales et ensuite, grâce au génie génétique qui est apparu et le clonage qui est apparu dans les années 90, à modifier des cochons génétiquement pour les rendre compatibles avec l'humain. Et donc, il a fallu des dizaines de modifications génétiques d'un cochon pour pouvoir
le tester chez des primates qui ressemblent à l'homme et pouvoir monter, et ceci depuis déjà le milieu des années 2010, donc à partir de 2015-2016, il y avait des porcs génétiquement modifiés qui, avec une immunosuppression relativement forte, fonctionnaient chez des primates jusqu'à 1 an et 2. Donc ceci a permis très récemment aux différents centres qui faisaient ces développements à faire des demandes aux régulateurs. Aux États-Unis, c'est la FDA, en Chine, c'est la Chinese FDA, pour dire on a ces résultats en préclinique, c'est-à-dire entre des cochons modifiés et les primates, avec des survies prolongées qui théoriquement permettent des survies chez l'humain. Et donc, c'est seulement qu'il y a quelques années, donc 2-3 ans, que des nouveaux essais ont commencé, mais pour l'instant avec des résultats plutôt limités. Donc des essais chez l'être humain? Chez des humains vivants. D'accord. Et il y a eu 2 cœurs de cochons génétiquement modifiés qui ont été transplantés à Baltimore, hein, donc dans des centres américains, où ils ont transplanté 2 fois des cœurs de cochons génétiquement modifiés chez des patients de 58-59 ans, extrêmement malades, avec aucune possibilité de recevoir un cœur humain. Et ils ont transplanté 2 cœurs de cochons, mais qui ont survécu que 6 et 8 semaines. Mmh. Qui, malheureusement, il y a quand même eu un rejet qui a permis la non-fonction du cœur. Oui, mais alors dans le fond, pour ce problème du rejet qui a l'air effectivement assez sérieux et grave, hein, pourquoi est-ce qu'on prend des cochons et pas plutôt alors des primates qui sont beaucoup plus proches de nous, phylogénétiquement? Alors, un primate qui serait transplanté à un humain reste une xénogreffe, parce que nous ne sommes pas de la même espèce. On parle alors de xénogreffe concordante. Un cochon à un humain, c'est discordant. Mais même donc pour un cœur de babouin, qui a été rejeté très fortement par la petite enfant, on sait qu'il faut faire des modifications génétiques. Et de faire des modifications génétiques chez un primate prendrait des décennies. Parce que pour faire des dizaines de modifications génétiques, pour réussir des modifications génétiques, ce sont des espèces qui se reproduisent très rapidement, comme la souris. Chez la souris, c'était la première espèce pour laquelle on pouvait faire des modifications génétiques avec un grand nombre, avec succès rapidement. Et le cochon, pour les chercheurs, le cochon, c'est en quelque sorte une grande souris. Il arrive à maturité sexuelle à moins d'une année, à 7-8 mois, il est capable de se reproduire, et ils ont des portées tous les 3 mois, de 5 à 10 porcelets. Donc la rapidité de la reproduction permet d'introduire des gènes plus facilement. Et donc le porc a été choisi, premièrement pour cette raison-là, parce que la modification génétique est beaucoup plus facile chez les cochons, et ensuite la taille. La taille est très similaire à l'homme. Il y a des espèces, il y a des sous-espèces de petits porcs, de moyens porcs, de grands porcs, et les petits porcs, à l'âge adulte, arrivent à peu près à 100-150 kg, avec des tailles d'organes tout à fait similaires à l'homme, et aussi à une physiologie très similaire à l'homme, plus facilement donc adaptable à la greffe pour l'humain. Ah d'accord. Donc donc ça vient pas du fait, par exemple, qu'il y a longtemps qu'on vit avec des cochons et que donc on aurait une sorte de parenté, génétique avec eux? Non, 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 non. Du point de vue génétique, ils sont effectivement beaucoup plus lointains que, les primates, mais les primates, justement se reproduisent beaucoup plus lentement. Ils arrivent à maturité sexuelle à 10-15 ans et ils ont des grossesses de 6-7 mois et ils ont toujours qu'un enfant. Donc là, de faire des manipulations génétiques chez les primates prend beaucoup plus de temps et on le voit maintenant pour les cochons, il faut des dizaines de modifications génétiques et si on voulait faire ça pour les primates, ça prendrait des décennies, à l'heure actuelle. Tout à fait. Oui, alors il y a ce problème effectivement de rejet, mais alors vous pensez qu'il est en passe d'être résolu ou que Alors, il y a ensuite eu, cette année, hein, encore en 2024, il y a eu 2 xénogreffes de reins chez des patients à nouveau très fragiles et entre autres, un patient à Boston a reçu un rein de cochon génétiquement modifié avec près d'une soixantaine de modifications génétiques et le rein a tenu jusqu'à son décès parce qu'il est mort d'infarctus, le patient. Et c'était un patient âgé, diabétique, etc. Et au bout de 2 mois, il a fait un problème cardiaque majeur et il s'est écroulé à domicile. Mais il était rentré
à la maison au bout de 2 semaines et le rein a tenu jusqu'à l'autopsie qu'on a pu faire et le rein était parfait. Donc peut-être que ce rein aurait fonctionné 6 mois, 12 mois ou plus, on ne le sait pas. Et les centres, ou ce centre américain de Boston, est en train de discuter avec le régulateur, hein, la Food and Drug Administration, pour recommencer et probablement d'ici l'année prochaine, le centre à Boston pourra refaire des essais cliniques. Donc on est dans une période où, en tous les cas, en préclinique, dans le modèle préclinique animal, des reins de cochon ont fonctionné jusqu'à 2 ans, 3 ans et avec une immunosuppression qu'on peut déjà utiliser chez l'homme. Donc, en théorie, on pense que les développements actuels devraient permettre des survies chez l'humain de 1 ou 2 C'est ans. ça. Et puis il se pourrait aussi que dans le fond, on utilise une xénogreffe en attendant une allogreffe, en attendant une greffe humaine. Absolument. Par exemple, pour le foie, hein, si on a une insuffisance hépatique fulminante, une hépatite fulminante, il faut greffer un rein dans les 24-48 Un foie, non. d'un foie humain, oui. Il faut greffer un foie dans les 24-48 heures et souvent en Suisse, hein, on n'a pas de donneur pendant 1 semaine ou 2 et la personne risque de décéder parce qu'il n'y a pas de donneur pour donner un organe. Donc, si on pouvait prélever un organe de cochon, même s'il est rejeté au bout d'1 mois ou 2, ça donne absolument le temps de trouver un organe humain qui définitivement fonctionnera. D'accord. Puis on parle aussi des fois des risques de transmission de maladies, de zoonoses. Maintenant qu'on a souffert du sida, dans le fond, c'est une inquiétude que l'on peut avoir. Oui. Tout à fait. Donc ça aussi, on a reconnu dans les années 90 que chaque espèce mammifère est porteuse de rétrovirus, donc qui sont incorporés à leur génome et qu'ils transmettent à leur descendance ou à d'autres individus si on se mélange. Eh bien, les rétrovirus, c'est une grande inconnue, les cochons en sont porteurs, et qui théoriquement pourraient se transmettre à l'homme. Mais grâce au génie génétique, les cochons actuellement disponibles, une équipe de Boston a réussi à les éliminer. Donc la dernière génération de cochons génétiquement modifiés, on a annulé ces rétrovirus. Donc ils sont exempts de rétrovirus. Bah, écoutez, ça nous donne beaucoup d'espoir pour le futur, hein. Léo Buller, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur cette question. Merci à vous. Bonjour Samia. Bonjour Bernard. Alors Léo Buller nous a parlé des promesses des xénotransplantations. Alors d'un point de vue, je dirais plutôt médical, hein. Bien entendu, ça soulève toute une série de questions d'éthique. On en parlera plus tard peut-être sur la question de l'usage des animaux, mais aussi dans le fond, parce que ça met, enfin pas en cause, mais je veux dire, ça met sur le devant un principe important de l'éthique biomédicale, qui est le principe de bienfaisance, ou bien ces deux principes, non-malfaisance et bienfaisance. Et là, on voit manifestement, il y a des risques pour le patient. Oui, il y a des risques pour le patient qui ont accompagné le développement des programmes de transplantation depuis leur début, hein. Quand on lit l'histoire de ces programmes, il y a des moments où on frémit parce qu'il y a des périodes dans le développement de ces techniques aujourd'hui tellement efficaces, hein, on va dire quasi miraculeuses. Il y a des passages où quasiment tous les patients mouraient en fait et où les gens ont tenu dur et c'est ça aussi qui a permis le développement de ces techniques. Donc là, il y a clairement une balance qui est extraordinairement difficile à réaliser sous l'angle éthique entre les intérêts à protéger des patients actuels, hein, qui subissent des risques, qui affrontent des risques lorsqu'ils acceptent des techniques qui ne sont pas encore tellement développées, dont on voit que les antécédents ne sont pas nécessairement reluisants, hein, les organes n'ont pas vraiment tenu longtemps, des patients sont décédés après peu de temps. Puis d'autre part, l'espoir de développement futur qui permettrait, s'il se réalise, d'améliorer de manière importante les soins à des patients futurs. Et les personnes qui entrent dans des programmes de xénotransplantation aujourd'hui ressemblent un petit peu aux personnes qui entraient dans des programmes de transplantation tout court au début, c'est-à-dire qu'il y a un espoir que ça les aide, mais cet espoir, il n'est pas nécessairement important. Et puis, il y a surtout le souci d'améliorer les soins aux patients futurs. Il y a des risques individuels qui sont très conséquents. Maintenant, ces risques ils peuvent être pondérés, puisque la xénotransplantation peut permettre d'être un pont
vers la transplantation plus classique, hein, avec un donneur vivant ou un donneur cadavérique, et à ce moment-là, le risque peut être mitigé. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une transplantation rénale, puisqu'il y a la deuxième ligne du retour en dialyse, et ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de devoir ou non continuer le traitement par le rein artificiel à l'hôpital. Donc il y a des risques pour les patients actuels, il y a également des bénéfices potentiels pour les patients futurs, et on se retrouve avec une question, somme toute, très classique des enjeux éthiques de la recherche avec l'être humain. C'est une technique expérimentale. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui justifie, dans le fond, de manière générale, et dans ce cas-là en particulier, dans le fond, de mettre en danger la santé et la vie de quelqu'un pour des bénéfices qui ne le concernent que très indirectement, mais qui concerneront, on l'espère, les générations futures? Alors déjà, on n'a pas le droit de mettre en danger une personne plus que tant dans ce genre de conditions-là. C'est la raison pour laquelle les personnes qui seraient candidates à ce genre de prise en charge sont en général des personnes qui ont peu d'alternatives, pour lesquelles le risque est peut-être à pondérer avec ce qui leur arriverait si on ne le fait pas. Et donc finalement, les potentiels de bénéfices, même s'ils sont faibles, eh bien, ils sont suffisants étant donné qu'ils n'ont pas de grand espoir d'aller bien, même en dehors. Ça, c'est la première chose. Quelle est la différence entre ce qui leur arrive avec et ce qui leur arrive sans? C'est ça le réel risque que ces personnes prennent, hein. Et donc, la situation par défaut, la situation en dehors de la tentative expérimentale, est cruciale pour évaluer le risque qu'elles prennent. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il y a tout l'attirail des normes de l'éthique de la recherche clinique, à savoir le consentement qui doit être correctement informé, qui doit être libre, l'évaluation par une instance extérieure neutre, hein, en général un comité d'éthique de la recherche, qui doit évaluer si le risque est excessif d'un point de vue qui n'est pas un peu imbriqué dans l'enthousiasme général qui accompagne ces programmes lorsqu'ils sont conduits par des personnes qui y croient, et toutes les règles qui entourent la participation aux essais cliniques. Il y a peut-être un risque qu'on n'a pas mentionné, qui est plus spécifique dans ces techniques très innovantes et également très prestigieuses, et c'est le risque de devenir un petit peu un sujet de recherche à vie. Imaginons que ça marche, que la personne survive plus longtemps. Est-ce qu'il y a véritablement un retour dans l'anonymat possible si on est le premier? Il faut se soucier de ce genre de choses, il faut se soucier du consentement ou non, que son nom soit publié en place publique, sa photo. Il faut se soucier et si la personne ne souhaite plus participer au suivi de son cas pour le bien de la science, quel est son droit à ce moment-là? Tout ça, c'est des aspects qui sont peut-être plus spécifiques des techniques très innovantes et qui attirent le feu des projecteurs. Oui, et puis, mais là, évidemment, ça demandera que les personnes puissent survivre suffisamment Voilà, ça longtemps, c'est hein. dans le bon scénario, Exactement. exactement. Alors ça, c'est les risques pour l'individu. Oui. Mais on a parlé avec Léo Buller aussi de ces problèmes de zoonose, hein, alors j'ai mentionné le sida, mais on peut mentionner le Covid, moins grave, mais plus récemment. Là aussi, il y a, dans le fond, il y a un risque. Est-ce qu'on ne fait pas courir un risque à toute la population pour le bénéfice de quelques individus? Alors ça, c'est vrai que le risque de zoonose a longtemps été le frein majeur au développement des programmes de xénotransplantation parce que ça implique de faire courir un risque à des personnes à qui on n'a pas la possibilité de demander leur consentement. Et puis, c'est un risque qui peut, selon les circonstances sur la scène internationale, être plus ou moins mitigeable. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir limiter le risque dans le cas où une zoonose surviendrait, avoir des systèmes d'épidémiologie, de suivi très performants. Il faut que la coopération avec l'OMS dans tous les pays fonctionne. Il faut que des cas initiaux soient reconnus comme tels, donc que les systèmes de santé soient capables de reconnaître, voici une nouvelle maladie, on va la signaler immédiatement, qu'il puisse y avoir un traçage. Et tout ça, ça peut varier. La compétence des systèmes de santé publique dans différents lieux du monde, à différents moments, peut être variable. Évidemment, plus on est dans une circonstance où ce genre de système a des failles, plus le risque en cas de zoonose devient important. Ça va dater cette vidéo, mais on voit un peu ce qui se passe actuellement avec la grippe H5N1 aux États-Unis, où le suivi est un peu lacunaire, où on a des cas dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, parce que justement la surveillance n'est pas au niveau où elle devrait être sur l'entièreté du territoire. Et ça veut dire que le risque devient moins contrôlable. Et ça le rend aussi moins acceptable. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas accepter un principe de précaution ici comme ailleurs en disant il faut arrêter cette recherche parce que, au fond, les risques
potentiels, les risques sont toujours potentiels, hein, seraient trop importants. C'est presque ce qui s'est produit en fait, parce qu'il y a eu des longues périodes où il n'y a pas vraiment eu beaucoup de recherche et de développement dans la xénotransplantation, pendant que le développement des technologies permettait la modification génétique qui pouvait offrir l'espoir d'éliminer ces fameux rétrovirus dormants dans le génome, mais qui peuvent un jour se réveiller et devenir des pathogènes infectieux. Et ça, en fait, c'est le passage d'un certain cap dans ce domaine-là qui redonne de l'espoir dans les programmes de xénotransplantation. Mais c'est quand même un enjeu qui doit être maintenu sous un œil attentif parce que on n'a pas nécessairement tout compris sur absolument tous les rétrovirus qui sont là, sur l'efficacité durable de la modification génétique dans les circonstances d'élevage des porcs en question. Et donc c'est un risque qui semble avoir été largement diminué, mais qu'on ne peut pas nécessairement traiter comme complètement aboli. Il faut le garder à l'œil malgré les progrès dans la matière. Et parier sur la réussite de la Parier sur la technologie, hein. réussite de la technologie dans cette étape-là aussi. Mais ça a été une étape majeure, hein, de faire ce qui était nécessaire pour pouvoir être rassurant sur ce domaine-là. Parce que c'est un risque qui est exactement le genre de risque avec lequel nous autres humains avons du mal à raisonner, en fait. C'est une des raisons de l'existence du principe de précaution, d'ailleurs. C'est un risque dont la probabilité est faible, mais dont la gravité en cas de survenue est énorme. Et lorsqu'on a un risque de probabilité faible et de gravité faible, en gros, on l'accepte. Quand on a un risque de probabilité forte et de gravité forte, on sait comment le gérer sans prémunir, on est inquiet. Mais lorsque la probabilité est faible et la gravité est forte, notre cerveau refuse un peu l'obstacle et on a tendance à faire des erreurs de raisonnement. D'accord. Alors, il y a le risque pour les êtres humains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le risque, enfin, c'est même plus qu'un risque pour les animaux, hein. D'ailleurs, quand Babyface avait été transplanté, Tom Regan, qui est un des défenseurs des animaux, avait dit il y a eu deux victimes dans cette histoire. Il y a eu Babyface, puis il y avait Goobers, c'était le nom de la femelle babouin. Est-ce que cet usage qu'on fait des animaux peut se justifier? Alors c'est un usage d'autres espèces pour l'intérêt de la nôtre. Dans ce sens-là, elle va tomber sous le même genre de critique et de controverse que tous les usages d'autres espèces pour les intérêts de la nôtre. Si vous adhérez aux idées de Reagan des droits des animaux, hein, selon lequel vraiment les autres espèces ne nous doivent rien, eh bien c'est clairement répréhensible, tout comme l'est l'élevage pour l'alimentation, pour les vêtements, la laine, le cuir, et absolument tous les usages d'autres espèces pour la nôtre, y compris l'extraction de miel aux abeilles, qui serait une forme d'esclavage. Si vous êtes un défenseur de la limitation de la souffrance animale, la chose est un petit peu plus nuancée sans doute, puisque les conditions d'élevage nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire, finalement, permettent pas le genre d'élevage intensif qui est fortement critiqué à juste titre, hein, dans l'usage des animaux à des fins d'alimentation. Et si vous êtes d'accord d'entrer en matière pour peser les intérêts des animaux et les intérêts des humains, ce que pas tous les défenseurs des droits des animaux seront d'accord de faire, hein, mais si vous êtes d'accord avec ce principe-là, alors l'intérêt humain d'être greffé, d'avoir la vie sauve, pèse évidemment beaucoup plus lourd que le plaisir du palais dans un repas aussi bon soit-il. Donc il peut y avoir une pesée qui serait plus en faveur de ce genre de programme que d'autres usages des animaux, mais pour arriver à cette conclusion, évidemment, on doit être d'accord d'entrer en matière sur des usages d'autres espèces à des C'est fins ça. d'intérêt humain, Do- et pas tout le monde est d'accord de faire ça. D'autant qu'on pourrait objecter que ces animaux vont devoir être élevés une situation un petit peu stérile, hein, dans un milieu stérile, et c'est pas très bon pour le bien-être animal, semble-t-il. Ça dépend de comment ces conditions d'élevage sont agencées, effectivement. Bien, merci Samia d'avoir éclairé sur l'aspect éthique, hein, de cette question d'excédotransplantation. Il y a un Oui, aspect, si je peux me bien permettre sûr. encore, c'est un risque collectif qui est différent du risque de zoonose et qui a été exprimé par quelques personnes en la matière. C'est l'idée que les programmes de transplantation entre humains sont finalement une formidable plateforme d'altruisme et de solidarité qui pourrait être entièrement remplacée si on avait, entre guillemets, la facilité d'utiliser les animaux pour ça aussi. En fait, on aurait industrialisé quelque chose qui jusque-là aurait été une activité collective non industrielle de l'humanité. On aurait une perte d'une des occasions d'altruisme et de solidarité. Alors évidemment,
Le contre-argument, c'est ça fait une belle jambe aux personnes qui sont en liste de greffe et qui n'ont pas un organe à temps de contribuer par leur mort à ces plateformes d'altruisme et de solidarité, mais c'est quand même une dimension de la greffe qui serait mise à mal si elle était entièrement remplacée par la xénotransplantation et qui méritait d'être évoquée. Effectivement, parce que dans ce domaine de la transplantation, on parle souvent effectivement de l'altruisme, hein, des donneurs. Mais on voit bien que ces xénotransplantations qui sont un grand espoir, hein, pour la question en tout cas du manque d'organes, enfin, ça ouvre quand même toute une série de chapitres concernant des risques, hein, des risques individuels pour les patients transplantés, risques collectifs pour les zoonoses et peut-être ce risque social de la perte d'altruisme, risques plus qu'avérés pour les animaux. Tout ça à mettre dans une balance dans lequel l'autre plateau a tous les bienfaits et la survie que l'on peut apporter aux êtres humains. Voilà, on est dans un domaine typique de la recherche médicale et des progrès médicaux. Merci beaucoup, Samia. Merci Bernard.